Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Encore un texte qui cale au Sénat, celui sur la moralisation de la vie politique. L'hostilité du groupe RDSE à majorité radicale au grand déballage des patrimoines des élus entraîne du retard. Les blocages à répétition imputables à la très courte majorité de gauche ont été évoqués à l'Élysée, où le chef de l'État, François Hollande, a reçu à déjeuner les responsables PS du Sénat. Débat ouvert sur notre plateau ce soir avec le socialiste Jean-Pierre Sueur, l'UMP Jean-Jacques Hyest, la communiste Annie David et le président du groupe RDSE qui montre donc sa force. Jacques Mézard est également parmi nous ce soir. La justice saisit les biens et les comptes bancaires de Bernard Tapie, le jugeant bénéficiaire d'une escroquerie à l'arbitrage aux dépens de l'État. C'est la mort avant la mort, dénonce ce soir l'homme d'affaires. Une nouvelle fois donc, une alliance politique inattendue au Sénat vient enrayer une réforme voulue par le chef de l'État. Quelques jours après l'arrêt net de la réforme constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, voulu par François Hollande, le groupe radical a donc à nouveau mêlé ses voix à celles de la droite et du centre. C'est l'examen du texte sur la transparence de la vie politique qui se retrouve aujourd'hui en panne. Récit de Cécile Sixou. 13 minutes. Hier, coup de théâtre, le groupe des radicaux propose une motion envoyant le texte sur la transparence en commission. Au Parti socialiste, c'est l'incompréhension. J'espère que ça n'a strictement rien à voir avec le texte. Je crois que si le groupe RDSE hier a fait voter une motion, c'est pour des considérations générales qui ne sont pas forcément liées à une préoccupation sur la transparence. En engageant cette procédure, les radicaux ont voulu dénoncer un texte présenté dans l'urgence. Ils demandent plus de temps pour le travailler. On est dans un système où le Parlement ne peut plus jouer son rôle. On contrarie les désirs de l'Élysée. Vous vous rendez compte? Une chambre qui en principe est un pouvoir, le pouvoir législatif, qui fait son travail, et c'est ça qui est scandaleux. Franchement, de qui se moque-t-on? Avec ce texte, les radicaux ont l'impression de payer les pots cassés de l'affaire Cahuzac, comme les sénateurs UMP. Il y a une défaillance, celle de M. Cahuzac, c'est un membre du gouvernement, et ce sont les parlementaires qui, depuis 1988, c'est-à-dire depuis 25 ans, sont contrôlés systématiquement et qui n'ont jamais fait l'objet, ni députés ni sénateurs, de condamnation quelconque pour leurs activités de parlementaires, qui doivent payer en étant mis en état de suspicion permanente. Dès demain, ils pourront le rediscuter en commission. Et les mauvaises surprises du débat parlementaire au Sénat ont été évoquées à l'heure du déjeuner à l'Élysée. Signe de sa préoccupation, François Hollande, en effet, a reçu les responsables PS du Sénat, dont le président, Jean-Pierre Bel. Ce dernier, interrogé tout à l'heure par Jérôme Rabier, se dit confiant sur l'avenir du texte sur la transparence, si on laisse le temps du débat, comme il l'a d'ailleurs demandé au chef de l'État. Nous lui avons dit qu'il faudrait plutôt prévoir des temps de respiration entre l'examen des textes, ce qui permettrait d'abord d'avoir un fonctionnement qui soit plus respectueux de la vie des assemblées et également qui permettrait aux parlementaires, que ce soit les députés à l'Assemblée ou les sénateurs ici au Sénat, eh bien, d'aller dans leur circonscription, dans leur département pour expliquer ce que nous avons voté comme texte et faire en sorte que peut-être les Français comprennent mieux quelle est l'action que nous menons et de quelle manière le Parlement y contribue. Du coup, hier soir, il y a eu le renvoi en commission du texte sur la transparence qui était un engagement de François Hollande depuis l'affaire Cahuzac. Quelle est votre analyse de ce renvoi en commission? Au Sénat, c'est presque dans la tradition du Sénat, c'est toujours une histoire un peu différente de celle de l'Assemblée. Ici, on ne peut pas partir le plus souvent sur des majorités qui seraient des majorités définitivement instituées. Souvent, la majorité est à construire. Ce qui s'est produit aussi hier soir est le produit de la réforme des institutions de 2008 qui amène les commissions à travailler d'une façon différente. Donc, ce renvoi en commission a provoqué un réexamen du texte sur la base du texte qui était issu de l'Assemblée nationale. C'est un peu compliqué, mais simplement, cela indique que nous avons à prendre le temps, à prendre la mesure
pour pouvoir bien discuter d'un texte. C'était un texte sur la transparence dans la vie publique, pour faire vite, qui suscite des réactions, qui suscite des incompréhensions. Nous avons certainement besoin de laisser du temps au débat, aux échanges, pour faire en sorte que le Sénat vote un texte sur un sujet qui est un sujet important et que les citoyens regardent avec beaucoup d'attention. Et outre Jean-Pierre Bel, le patron des sénateurs PS, François Rebsamen, les présidents PS des différentes commissions, comme Jean-Pierre Sueur, ici présent avec nous ce soir, les rapporteurs de la commission des finances et du budget de la Sécu étaient également à la table du chef de l'État. Alors, quel sort va connaître maintenant ce texte sur la transparence? Les explications de Julie Hulin. La situation est inédite. Une motion de renvoi adoptée sur un texte inscrit à l'ordre du jour du gouvernement. Résultat, retour à la case départ. Le Sénat doit reprendre l'étude du texte tel qu'il lui a été transmis par l'Assemblée nationale. Comment les choses vont-elles maintenant se dérouler? Les différents groupes ont jusqu'à jeudi 10h pour déposer de nouveaux amendements. Jeudi après-midi, la commission des lois se réunira pour les étudier. Vendredi et lundi, l'examen du texte reprendra en séance publique. Un texte qui sera adopté ou rejeté à la fin des discussions. La situation étant inédite, si une motion devait être à nouveau déposée, le bureau du Sénat devrait trancher sur sa recevabilité. Avec nous donc ce soir Jean-Pierre Sueur, le président PS de la commission des lois, Jacques Mézard, président du groupe RDSE, par qui tout ce tumulte arrive aujourd'hui, Annie David, sénatrice communiste, et Jean-Jacques Hyest, sénateur UMP. Merci à tous d'être là. D'abord, Jean-Pierre Sueur, vous étiez donc à la table du chef de l'État à l'heure du déjeuner. Est-ce que vous pouvez confirmer l'inquiétude de François Hollande face aux revers multiples de la majorité au Sénat? Je ne confirme pas du tout cela. Je ne sais pas, ceux qui vous ont dit cela ont dû assister à un autre déjeuner. Nous avons parlé de l'ensemble des textes de loi en cours et à venir avec le chef de l'État qui a bien voulu nous inviter, mais dans une ambiance très sereine. D'ailleurs, Jean-Pierre Bel a rappelé que beaucoup de textes avaient été adoptés par le Sénat. Beaucoup plus de textes ont été adoptés que refusés par le Sénat dans les derniers mois. Et il y a eu des décisions diverses selon les textes, mais beaucoup d'avancées aussi. Et sur les textes dont on va parler, la transparence, peut-être le Conseil supérieur de la magistrature, c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Rien n'est fini. Est-ce qu'il y a quand même des pistes, toujours je parle de ce déjeuner autour du chef de l'État aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pistes ou des solutions qui ont été envisagées pour éviter ce qui s'est passé? Mes collègues m'ont désigné rapporteur du texte sur la transparence et je suis à l'écoute de mes collègues. Il y a eu un renvoi en commission, ça veut dire que la majorité du Sénat, une majorité de sénateurs, a dit qu'il fallait davantage travailler. Eh bien depuis, je reprends le texte et je vois s'il est possible d'arriver à un accord, qui soit un accord cohérent, bien sûr, sur cette transparence qui est nécessaire. Vous savez, si vous me permettez juste une phrase, on doit concilier trois choses. Premièrement, c'est vrai qu'il est mieux que tous les élus politiques soient transparents quant à leurs revenus, leur patrimoine, etc. Deuxièmement, il ne suffit pas de le dire, il faut que ce soit contrôlé. Et il faut que l'autorité qui contrôle ait les moyens de contrôler. Est-ce qu'il faut que ce soit public, comme vous l'avez demandé, vous? Eh bien, moi je pense qu'il faut que ce soit public. Et troisièmement, il faut qu'il y ait un respect de la vie privée. Par exemple, si on publie le patrimoine d'une personne, il ne faut pas publier le patrimoine de sa famille, de son conjoint ou sa conjointe, qui a le droit au respect de sa vie privée. Bien. Eh bien, on cherche la meilleure solution possible pour tenir compte de tous ces impératifs. Alors, Jacques Mézard, vous avez là en face de vous une volonté de dialogue. Et comment est-ce que vous réagissez quand on vous annonce déjà du temps supplémentaire pour ce débat délicat? C'est ce qu'a demandé également Jean-Pierre Bel, on l'a entendu à l'instant. Est-ce que vous estimez être entendu? Après, comment on va qualifier ça? Votre coup de force? Non, du tout. Je crois d'abord qu'il ne faut pas dire que ce tumulte est le résultat de nos décisions à nous, groupe RDSE. Ce tumulte, comme vous dites, est le résultat d'une mauvaise méthode de travail, d'une absence réelle de dialogue et de concertation. Et quand Jean-Pierre Sueur vient de nous dire « mais je suis à l'écoute », il est à l'écoute de quoi, de qui et dans quelles conditions? Nous avons repoussé
l'examen du texte de 24 heures, pour être clair. Et c'est ce qu'on nous dit être un grand moment de réflexion. Cela n'est pas raisonnable. Le président du Sénat, aujourd'hui, a fait un communiqué pour confirmer ce que plusieurs groupes, y compris d'ailleurs le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, ont dit depuis des semaines, voire des mois, c'est-à-dire que les méthodes de travail ne sont pas bonnes, que nous n'avons pas le temps nécessaire pour faire du travail de qualité, mais il y a ceux qui sont libres dans leurs paroles et dans leur expression, et ceux qui sont aux ordres. Alors il n'y a pas que la méthode que vous contestez, Jacques Mézard. Vous avez eu des mots assez durs pour justement les améliorations au texte venu de l'Assemblée nationale qui avait été décidé par la Commission des lois, notamment la publicité des patrimoines. Que Jean-Pierre Sueur défend là toujours à l'instant. Oui, mais d'une manière, je dirais, j'ai dit un peu jésuistique hier, peut-être suis-je allé un peu loin, mais c'est ce que je pense. Parce que soit on publie pas. Voilà. Mais les solutions du genre de celles de l'Assemblée nationale ou de celles de la Commission des lois, aujourd'hui, ne sont pas bonnes. Nous sommes pour la mise en place d'une haute autorité avec des moyens de contrôle forts pour suivre le patrimoine des élus et des responsables administratifs, mais par contre, nous sommes aussi pour le respect de la vie privée. Et je dirais un mot, il y en a un qui s'est très bien exprimé là-dessus, il y en a deux d'ailleurs, Cohn-Bendit et Noël Mamère, qui a parlé d'une recherche d'un prurit de transparence. Et on peut pas, je ne suis pas toujours d'accord avec Noël Mamère, mais je constate que sur ce dossier, il a dit très clairement, d'une manière non démagogique, ce que beaucoup pensent. Et ce texte réactif à l'affaire Cahuzac, dans la panique, dans l'urgence, n'a pas été mené de bonne façon. Nous le disons, parce que nous considérons que c'est la vérité. Mais quant à la transparence, depuis plusieurs mois, nous avons déposé, avant l'affaire Cahuzac, nous, bien des propositions de loi qui n'ont manifestement pas intéressé ni le gouvernement, ni le président de la commission des lois. Annie David, on a envie de vous entendre maintenant. Il y a une espèce de balancier, j'ai l'impression, quand on observe les choses. Quand ce ne sont pas les communistes ou les écologistes, eh bien ce sont donc, on le voit là, les radicaux qui privent la gauche de majorité. Vous ne pouvez pas peut-être leur en vouloir de s'unir avec la droite, puisque ça vous est déjà arrivé. Oui, je ne vais pas faire de reproches sur le vote du groupe RDSE. Chacun est libre ici, heureusement, c'est la démocratie, de voter le texte les dispositions qu'il a envie de voir adoptées. Moi, ce que je regrette néanmoins, c'est que ce texte sur la transparence, mais je partage en cela ce que vient de dire Jacques Mézard, ce texte sur la transparence, les femmes et les hommes de ce pays l'attendent. Il y a eu des affaires dramatiques, il y a eu des affaires épouvantables, mais qui rejaillissent sur l'ensemble des parlementaires, et je trouve que c'est tout à fait injuste. Donc ce texte sur la transparence, il est utile, il faut qu'il aboutisse, mais il faut qu'il aboutisse dans la discussion, dans la transparence, dans la concertation. Parce que la transparence en soi, c'est pas une fin, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, la transparence, c'est un outil qui va nous permettre, à nous, femmes et hommes politiques, engagés en politique, de renouer la confiance avec l'ensemble de la population. Mais pour qu'on renoue cette confiance, il faut que le texte, il soit débattu en confiance, en concertation, et qu'on aboutisse. Ouais, il me semble qu'il y a manqué de concertation, il y a eu de la précipitation, les choses ont été faites trop rapidement, et je trouve très bien qu'on ait pris le temps de respirer, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous pouvez dire, comment quelques jours de délai supplémentaire. Il va falloir quand même absorber beaucoup d'amendements, des centaines. Il va falloir absorber beaucoup d'amendements, et on revient au texte d'origine de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'il va falloir là aussi travailler beaucoup. Mais je ne suis pas certaine que dans ce délai supplémentaire, les propositions que les différents groupes de la majorité, dont certains sont au gouvernement quand même, que ces propositions-là soient véritablement entendues. Et si on n'arrive pas à être entendu... Vous avez deux ministres, c'est ça qu'il faut rappeler, Jacques Mézard. Et si on n'arrive pas à être entendu, eh bien je crois que au bout du bout, on va arriver à quelque chose d'assez épouvantable, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à voter ce texte. Alors, et là, ce sera dramatique. L'avis, l'expertise également de Jean-Jacques Hyest. Écoutez, tout d'abord, la manière dont on travaille, procédure accélérée systématique sur des textes très complexes, c'est scandaleux. On n'a jamais... Parce que ça, c'est totalement scandaleux. Il n'y aura pas de dialogue entre l'Assemblée et le Sénat. Sauf un dialogue en CMP, mais c'est pas très sérieux. Ça aurait mérité 2 lectures. Autant, moi, je suis quelquefois d'accord de faire la procédure accélérée. Il y a des textes qui ne méritent pas qu'on fasse 2 lectures. Je l'ai toujours dit, mais là, c'est scandaleux. Et dans les délais qu'on nous impose. Parce qu'il faut absolument que ça soit voté, ça. Puis il y a un texte sur la fraude, après, qui est extrêmement complexe. On nous fait le même truc. C'est quand même, c'est des conditions de travail qui sont, que je n'ai jamais,
écoutez, moi je suis parlementaire depuis longtemps. Vous avez entendu? Non, monsieur Le Sueur, je président suis du Sénat désolé. dit c'est un peu, la conséquence de la réforme qui Non, pas du tout. des assemblées. Ce qu'il a dit, c'est qu'on travaille sur le texte de la Commission. C'est un progrès global, c'est un progrès. Moi, je défends ce qui a été fait à ce moment-là. Bon, par contre, moi, il y a trois choses. C'est que je suis d'accord, on ne peut pas livrer tout ce qui concerne la vie privée parce que ça dérape vite. Il faut faire très attention. Très attention. Tout le monde est d'accord là, hein, Oui, Jean-Pierre Sueur l'a dit oui, lui-même. mais pour l'instant, c'est pas le cas. Le texte de l'Assemblée n'est pas le cas. Bon, d'accord. Deuxièmement, de quoi s'agit-il? Il faut donner les moyens à ce qu'on appellera la haute autorité, c'était la commission de la transparence financière, pour vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement en cours de mandat. Anormal. Qu'on lui donne les moyens. Moi, je l'ai toujours dit. Qu'il puisse consulter l'administration fiscale. Tout ça, qu'on lui donne les moyens. Mais il y a une deuxième chose, je ne suis pas du tout d'accord à ce qu'elle s'occupe des conflits d'intérêts. Parce que les conflits d'intérêts, veuillez m'excuser, c'est du ressort du Parlement. Nous avons institué une déclaration d'intérêt, nous avons travaillé, on a fait un rapport. Moi, je veux bien qu'on mette tous les rapports à la poubelle. Le président de la commission des lois s'en est inspiré pour certains amendements, mais pas jusqu'au bout. Nous avions dit, pas question que les conflits d'intérêts soient confié à une autorité autre que le Parlement. C'est le bureau des assemblées. Je vous rappelle par exemple que c'est le bureau des assemblées qui détermine si quelqu'un peut faire l'objet d'une levée de l'inviolabilité parlementaire. Il y a une question par exemple. C'est la même chose. Vous vouliez introduire l'interdiction, par exemple, de commencer une nouvelle activité professionnelle durant son mandat de parlementaire. C'est bien cela? C'est dans le texte. C'est dans le texte. Mais et là-dessus. Non, mais vous me permettez parce que je veux finir. Oui. Il y a ça, c'est très important, je vous assure. La publicité, il faut faire très attention, parce que ce n'est pas le but de faire de la publicité. En quoi ça ajoute de faire de la publicité? Rien. Jean-Pierre Sueur va vous répondre. Attendez, et puis il y a une troisième chose aussi, hein, veuillez m'excuser, c'est qu'on traite les parlementaires exactement comme un directeur d'administration centrale. Je suis désolé, il y a un principe de séparation des pouvoirs et moi je ne transigerai jamais là-dessus. Et d'ailleurs c'est le sens de notre rapport que nous avions élaboré, je rappelle, en 2010. D'accord. Jean-Pierre Sueur, vous l'aviez sous le coup de ce rapport. Parole à la défense. Alors, premièrement, il y a un mot qu'a dit Jacques Mézard qui ne m'a pas fait plaisir, qui dit il y a ceux qui sont aux ordres et ceux qui sont libres. Ah oui. Non mais écoutez, cher Jacques Mézard, moi je suis parfaitement libre et j'ai été libre de proposer des amendements qui contredisent assez fortement ce qu'a voté l'Assemblée nationale. Et quelques barons du PS, en l'espèce. Et tout à fait. Pour moi, on est en République. Je pense que le système... oui, mais tout à fait. Mais attendez, le texte de l'Assemblée nationale qui dit... Hypocrite. Le patrimoine de tous les parlementaires est consultable à la préfecture par tout le monde, mais il ne peut pas être communiqué ni diffusé. C'est absurde. Et c'est absurde. Et j'ai proposé un amendement pour supprimer ça. D'autres collègues que vous connaissez très bien ont proposé finalement qu'on revienne à l'idée de publier au journal officiel, comme ce fut le cas pour les ministres. Mais moi, c'est quelque chose que j'écoute. Ça reviendrait d'ailleurs à peu près au même, mais en tout cas, au moins, ce serait très, très direct. Eh bien, pourquoi pas? Mais on a l'occasion d'en parler demain et après-demain. Parce que vous essayez de trouver une solution avec d'autres groupes. Mais non, mais attendez, j'ai essayé de travailler avec le texte de l'Assemblée nationale, mais tout en contredisant la mesure peut-être principale qui avait été élaborée par les députés. Donc je suis libre, je défends ma liberté. Deuxièmement, par rapport... Oui, mais vis-à-vis des députés. Est-ce que par exemple François Hollande... Monsieur Grossier, oui, monsieur Sueur. Par rapport au gouvernement, moi j'ai dit à tous les responsables du gouvernement, et au plus haut niveau de l'État d'ailleurs, que la réalité, c'est que nous avons 12 textes à l'ordre du jour dans la session extraordinaire. C'est beaucoup, c'est vrai. Mais d'accord, monsieur Grossier, mais tout à fait. Surtout qu'on a travaillé énormément sur certains textes. Par exemple, le texte sur la décentralisation, commission des lois. Je vais vous dire qu'entre le moment où est arrivé ce texte et où il a été voté par le Sénat,
Il a vraiment beaucoup changé. Donc on a fait notre boulot. Monsieur Sueur, continuons à le faire là-dessus, continuons à le faire. Monsieur Sueur, mais librement, êtes... mais je vais vous dire, je suis aussi parlementaire depuis, hélas, un certain depuis temps. Depuis 1981, oui, ça fait un certain temps. Oui, ça fait quelques temps. Il y a eu quelques interruptions. Hein, mais avec beaucoup de cumul. J'ai votre CV, non, très peu de cumul. Mon cher collègue, sur, ça fait combien, 32 ans, j'ai cumulé pendant 1 an le mandat de maire et de député. Vous avez aussi été conseiller régional. Oui, mais c'était à l'époque où quand on était député, on l'était nécessairement. Bien, mais alors non, je finis en disant que, oui, mais alors attendez, en disant qu'on a beaucoup de boulot, c'est vrai, mais je vais quand même pas aller me plaindre devant les Français de cette grande difficulté qui est la nôtre. Les Français ont aussi beaucoup de problèmes. Donc, mais c'est vrai. C'est vrai que pour cette session extraordinaire, la commission des lois est quand même très chargée. C'est la quantité de travail, nous ne la craignons pas. Ni Jean-Jacques Hyest, ni moi, ni Anne-Marie David. C'est la qualité du travail. Et là-dessus, on n'a pas le droit de renoncer. Monsieur Mézard, vous avez évoqué... Nous ne renonçons pas. Monsieur Mézard, vous avez évoqué à l'instant... Pas de quoi se fâcher, on ne renonce pas à la qualité du travail. La carrière politique de Jean-Pierre Sueur, pour dire qu'il avait occupé d'autres activités, en plus, en étant même parlementaire, si j'ai bien compris. Ça veut dire que vous nous annoncez déjà votre prochain coup, votre prochaine mobilisation contre la fin du cumul des mandats. On l'a beaucoup entendu déjà. Qui est un grand on a ici un grand partisan, l'espèce Jean-Pierre Sueur, qui est pour la fin du cumul. Alors, ça sera votre prochain. Il est d'autant plus actif que c'est un nouveau converti. Mais vous savez, peut-être repenti, mais on sait très bien là aussi qu'il s'agit de projets tout à fait hypocrites parce que tout est hypocrite. Mais quand on n'est pas jésuite, on est hypocrite ou parfaitement parce que ces textes-là. Le langage à l'égard des amis je politiques. sais bien que ça ne vous plaît pas, non, mais quand vous laissez la possibilité de cumuler tous les mandats horizontaux, c'est-à-dire maire, président de métropole, président de SEM, quand vous laissez la possibilité d'être à la fois membre d'un cabinet ministériel et maire d'une grande ville, eh bien, si vous changez ça, alors là, on verra. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Alors, dites-moi, j'aimerais savoir, Annie David et puis Jean-Jacques Hyest vont s'exprimer un peu, on les a moins entendus. Je voudrais savoir si vous considérez... Il faut bien que je réponde. Ah, vous avez bien répondu. Si, je fais ce que je peux. Les conséquences, la conséquence... Il n'est pas si fâché qu'il a l'air. Non, mais vous avez l'air... un peu tendu, mais enfin bon, vous allez continuer de parler. Spécialise la fausse scolaire. Les conséquences de ces blocages à répétition, Annie David, est-ce que ce n'est pas que le Sénat pèse d'un poids, de moins en moins lourd, et que, par essence, bien sûr, les députés ont toujours le dernier mot, mais désormais sans l'influence du Sénat. Les députés ont de toute manière le dernier mot, et c'est normal, c'est bien ainsi, puisque les députés sont élus au suffrage universel. Donc les députés ont le dernier mot. Mais bon, les députés... Indirect. On est élu au suffrage universel, veuillez m'excuser, mais c'est la Constitution. Direct, les députés, indirect pour nous, d'accord, monsieur Hyest, je vous l'accorde. Donc les députés ont le dernier mot. Mais ici au Sénat, parfois les textes ne sont pas adoptés, mais c'est aussi la force du Sénat, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi là qu'on s'aperçoit qu'il y a du débat et que la gauche, elle est plurielle et que la gauche, elle se fait entendre, ici comme ailleurs. La force pour vous. Moi je pense qu'au contraire c'est une force au Sénat de pouvoir faire passer des idées différentes que ce qu'on entend un petit peu de manière uniforme à l'Assemblée nationale. Donc pour moi c'est une force. Mais écoutez, moi je ne sais pas parce que j'ai connu diverses configurations du Sénat. Ce que je sais c'est que d'une manière générale, quand on veut faire passer les textes en force, sans débat en fait, parce qu'il n'y a pas de débat réel. On n'a pas approfondi les questions, on arrive à ça. Oui. On arrive à ça. Alors il peut y avoir des désaccords, de toute façon on l'a vu par exemple sur le conseiller territorial, puisque personne n'était d'accord sur le mode de scrutin au Sénat. Mais on a quand même essayé d'avancer sur les textes concernant notamment l'intercommunalité, on l'a vu sur les métropoles. Donc on peut aboutir, mais pas sur tout. Et puis s'il y a des désaccords, il y a des désaccords. Moi, ça ne me paraît pas choquant. Très bien, merci. Par contre, la force du Sénat, c'était quand même juste d'avoir un petit peu de tempérance par rapport à l'emportement des députés. Je le fus. Et donc, quand... Oui, mais alors on part, et même on arrive, heureusement que le Sénat est là, pour corriger quelquefois des monstruosités juridiques, comme on en a sur le texte sur la fraude fiscale. Très bien, merci. Je n'ai jamais cumulé non plus. Merci Jacques Mézard. Un mot, Bernard Tapie se défend ce soir. Vous savez que la justice a décidé de saisir ses biens.
après sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée dans le fameux arbitrage qui lui a été favorable. Il a rappelé ce soir, Bernard Tapie, ma famille, ce sont les radicaux et je vais appeler Baillet pour lui rappeler. Est-ce que vous acceptez cette notion de famille avec Bernard Tapie? Pas du tout. Je n'ai jamais partagé la moindre chose et la moindre conviction avec M. Tapie, y compris quand il menait une liste européenne, et personnellement, je ne resterai pas dans un parti où il entrerait. Merci pour ces propos francs, décidément, depuis le début de cette édition. On parle d'un tout autre sujet. Aujourd'hui, la mobilisation des présidents de conseils généraux, UMP et centristes, contre le redécoupage des cantons. Vous le savez, la réforme va instaurer un binôme homme-femme. Et oui, on pourrait poursuivre le débat ensemble pour les prochaines élections de 2015, avec plaisir, avec la conséquence de donc, la division par 2 du nombre des cantons. Véronique Pagnon. La loi a été votée il y a 3 mois, mais son application fait toujours débat dans les rangs de la droite. D'abord, le futur redécoupage des cantons. Le critère retenu par le ministre de l'Intérieur devrait être celui du nombre d'habitants par canton. À droite, on fustige la manœuvre politicienne. Pour ces présidents de conseils généraux, tous sénateurs, c'est une évidence. La gauche prépare un redécoupage favorable aux villes et donc au Parti socialiste. Ça a quel sens tout ça? Il faut savoir qu'un canton, c'est en même temps l'espace d'organisation de services publics, comme des gendarmeries par exemple. Donc nous, on veut que les bassins de vie, par exemple les communautés de communes, soient au maximum respectés, les circonscriptions quand même, législatives, soient respectées, les arrondissements. Bref, c'est du bon sens. Il y a 2 ans, ils défendaient leur idée de conseillers territoriaux. Aujourd'hui, ils vont à la rescousse des cantons. La grande différence aujourd'hui, c'est que d'habitude, les redécoupages sont vraiment partiels. C'est quelques circonscriptions, voire quelques cantons exceptionnellement depuis 200 ans. Et c'est en général jamais mêlé avec nouvelles règles électorales. Or, la règle électorale a été totalement bouleversée. Selon les prévisions de ces élus de l'opposition, la gauche pourrait, après ce redécoupage, être majoritaire dans 80 départements, contre 60 aujourd'hui. L'opposition espère de nombreux recours contre le projet l'année prochaine devant le Conseil d'État. Le dernier rebondissement dans l'affaire Tapie, Bernard Tapie, on en parlait il y a un instant, donc avec Jacques Mézard, mais surtout avec la saisie de ses biens et comptes bancaires, décision des juges financiers qui mettent en avant le bénéfice tiré par l'homme d'affaires du fameux arbitrage relevant, selon eux, d'une escroquerie. Flora Sauvage. Frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. C'est la stratégie des juges en charge de l'affaire Tapie. Villa à Saint-Tropez, hôtel particulier rue des Saints-Pères dans le 7e arrondissement de Paris. Les magistrats ont saisi une partie des biens de Bernard Tapie. Les juges ont également saisi 2 assurances-vie souscrites par le couple Tapie en 2008 grâce aux 45 millions d'euros qui leur avaient été versés au titre du préjudice moral. Ce soir, lors d'une interview télévisée, Bernard Tapie s'est montré combatif. C'est pas une part importante, c'est tout. Et pas seulement mes biens. C'est mes biens et bloquer tous les comptes en banque. Franchement, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, mais je ne savais pas que je vivais dans un pays où on peut exécuter des gens avant d'avoir été condamnés. Franchement, je ne savais pas. La saisie des biens de Bernard Tapie permet d'éviter qu'il organise son insolvabilité. Bernard Tapie conserve la jouissance des lieux, mais il ne peut plus les vendre. Ces biens pourraient servir à terme à indemniser les parties civiles. Ni son yacht, ni son jet privé n'ont été saisis. Voilà, sachez encore que François Hollande accordera bien cette année, pour le 14 juillet, une interview. Elle sera diffusée sur TF1 et sur France 2, bien sûr, le jour du 14 juillet. C'est la fin de ce journal, à 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir. Dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière. Il s'énerve, il énerve aussi parfois, tant il est hors norme dans le paysage politique avec ses colères, sa gouaille et ses coups de gueule, y compris contre son camp. Alors, à quel jeu joue Cohn-Bendit? Que penser de ces différentes facettes et quel bilan tire-t-il à l'heure où il annonce sa retraite d'Europe Écologie? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un ovni de la politique. Déshabillons-les, ce soir à 22h45 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire.
Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.